Merci, bonjour à tous. Merci à vous de m'avoir convié à cette journée de réflexion. Félicitations pour cette belle initiative de mobilisation à la veille de la journée internationale du droit des femmes et cette réflexion qui nous invite à conjuguer cette problématique avec celle de la laïcité. Elle est en effet essentielle. Pourquoi? Parce que les femmes sont aujourd'hui, comme je pense toujours dans l'histoire, en tout cas depuis très longtemps, à la pointe avancée du combat pour l'émancipation humaine, parce qu'elles ont, je dirais, depuis quasiment toujours, une double peine. Elles ont à la fois à s'affranchir du modèle patriarcal qui règne dans beaucoup de nos sociétés, et tout à l'heure, à travers des exemples très éclairant de publicité, où on voyait bien à quel point cette imprégnation continuait à être forte, et puis parce qu'elles sont toujours les premières victimes des pesanteurs ou des prescriptions religieuses ou des pressions communautaires. Et parfois tout ça s'additionne. Ce n'est pas toujours le cas. Gaïe Pétec nous a indiqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de corrélation obligatoire permanente sur le sujet. Madame Bourdin également sur la question de l'excision, mais c'est vrai que les femmes sont cumulent souvent ces problématiques pour être précisément victimes de pressions qui les empêchent de s'émanciper. Et cette figure de l'émancipation extraordinaire qui est Joséphine Baker, que nous a décrit tout à l'heure Isabelle Kersimon, est là pour nous montrer combien le combat de cette femme remarquable a été dur pour s'affranchir à la fois de sa condition de femme, de sa condition de noire, etc., etc., qui cumulait un certain nombre de ces critères. Donc, la question du droit des femmes, la question des femmes, est à la fois un baromètre important de l'état de notre société, parce qu'il révèle la manière dont nous sommes collectivement traités. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que je pense que c'est un combat universaliste qui doit nous guider, et naturellement pas un combat d'un sexe contre un autre. On en parlera si vous le souhaitez. C'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte de régression généralisée des droits des femmes. Nous avions peut-être pensé en Europe occidentale, en Occident en général, que nous avions pu conquérir un certain nombre de droits qui allaient être établis pour très longtemps, et nous voyons s'opérer de terribles régressions depuis quelques années. Nous voyons ainsi réapparaître dans la campagne présidentielle que la loi Veil, votée en 1974, fait l'objet de propositions de remise en cause, non pas par des partis extrémistes, mais par des partis de gouvernement. C'est dire si c'est un indicateur parmi d'autres, on pourrait bien sûr en trouver beaucoup d'autres. C'est dire si nous sommes dans un moment particulier où la vigilance et la mobilisation s'imposent, d'autant que cette régression que nous connaissons en Occident, je dirais dans des terres privilégiées, elle est aussi là, partout, dans le monde, et en particulier dans le monde arabo-musulman. On pourra aussi en reparler relativement à ce qui se passe depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Peut-être que le déclenchement de la révolution d'Iran a été un marqueur fort de ce qui s'était passé à rebours à partir des indépendances. Je pense notamment au cas de l'Égypte, je pense à la Tunisie, à d'autres pays du Maghreb, où la condition de la femme avait progressé très rapidement après les indépendances, et où nous assistons à de terribles régressions. Mais avant de revenir à ça, peut-être quelques éléments un peu théoriques, vous m'en excuserez, sur la laïcité, parce que la laïcité est tellement galvaudée, tellement interprétée, tellement dévoyée depuis quelques années, qu'il est peut-être nécessaire de faire quelques rappels, non pas parce que je détiendrai la définition de la laïcité, ou que le Grand Orient de France détiendrait la définition exacte de la laïcité, mais pour vous situer un peu le cadre dans lequel nous inscrivons notre réflexion et notre démarche. En effet, la confusion sur ce concept domine,
Parce que d'abord, il y a eu depuis quelques années un hold-up sur la laïcité opéré par l'extrême droite qui, la nature ayant horreur du vide, s'est d'autant plus livré à cette instrumentalisation que des partis de gouvernement, de droite et de gauche, ont répugné à en parler pendant très longtemps, pendant des décennies. On ne parlait pas de laïcité dans les partis de gauche et de droite de gouvernement. Bien sûr, je pense que vous êtes tous ici des citoyens éclairés, personne n'est dupe de ce hold-up, alors que toute l'histoire de l'extrême droite s'est incarnée en opposition frontale au concept de laïcité et à la promesse d'émancipation qu'elle permet. Qu'est-ce donc que la laïcité ? Bien avant de concerner la religion ou les religions, elle pose d'abord plusieurs principes. Elle est une liberté de croire ou de ne pas croire, chacun étant parfaitement libre de ses convictions. C'est une dimension essentielle que d'avoir cette liberté qui est offerte à tous. Rien n'est imposé à personne en termes de croyance, de foi, de choix philosophique. Ensuite, la laïcité est synonyme d'égalité, et là nous rejoignons notre préoccupation du jour. Ainsi, aucun d'entre nous ne peut avoir de privilège parce qu'il croit ou parce qu'il ne croit pas, et le traitement réservé à chacun d'entre nous est et doit être rigoureusement le même en droit. J'y reviendrai donc sur la question de l'égalité entre hommes et femmes. Elle est au-delà de cette dimension, de ce principe juridique d'organisation de la société, en dehors du fait qu'en France, la laïcité est la clé de voûte de la République, à travers la loi de 1905 qui a été abondamment citée aujourd'hui. Elle est une promesse d'émancipation, car comme elle permet la liberté absolue de conscience, elle ne met aucune borne à la réflexion, au dépassement de soi, à l'ouverture à l'autre, à l'ouverture vers des horizons philosophiques, culturels, artistiques, humains, qui ne sont pas nécessairement ceux pour lesquels nous étions prédestinés par notre environnement social, culturel, ethnique, religieux et de genre, le cas échéant. Elle est donc le contraire d'un enfermement et elle est par principe une ouverture. La laïcité, contrairement aux caricatures qui sont souvent véhiculées, n'a rien contre la religion et contre les religions. Elle garantit seulement que ce sont les hommes et les femmes qui doivent déterminer leur destin commun à partir de lois qui sont faites par eux-mêmes. Autrement dit, pour faire fonctionner harmonieusement la société entre croyants et non-croyants, c'est la loi humaine qui s'impose et non la loi divine. On y reviendra aussi si vous le souhaitez. La loi de Dieu, elle est, le cas échéant, celle qui détermine la conduite du croyant, mais elle ne peut pas s'imposer à tous. Une fois ces principes posés, liberté absolue de conscience, égalité des droits entre croyants et non-croyants, promesse d'émancipation, la question religieuse peut intervenir, mais en sachant bien une chose, c'est que la laïcité privilégie toujours ce qui nous est commun. Elle met d'abord l'intérêt général avant les intérêts particuliers, qui sont souvent respectables. Il y a probablement dans cette salle des croyants et des non-croyants. Chacun est libre d'adhérer à une conception philosophique, morale, voire métaphysique de son choix. Mais ce qu'il nous appartient de mettre d'abord en avant, si tant est que nous souhaitions vivre ensemble et non juxtaposer les uns aux autres, c'est de faire émerger ce qui nous est précisément commun. Cela s'appelle l'intérêt général. Et aussi respectables soient-elles, les religions ne sauraient se confondre avec l'intérêt général, sinon ça veut dire que nous vivons dans un régime théocratique. Nous en sommes naturellement éloignés, en tout cas juridiquement, dans notre pays. Nous voyons bien donc dans une forme, dans des régimes dans lesquels le spirituel et le temporel sont mêlés, que la liberté des non-croyants est entravée, puisque c'est la liberté des croyants qui s'impose à tous. En général, c'est une religion qui s'impose aux autres. Et donc, ce qu'il nous appartient de faire en tant que citoyens, c'est de mettre en avant, par un effort que nous devons consentir nous-mêmes, c'est un effort que nous devons consentir, que nous devons donc mettre en avant d'abord ce qui nous rassemble
Il faut être capable, à partir de nos différences, que personne n'invite à nier, et surtout pas la laïcité, de dépasser ces mêmes différences, de les surmonter, de les transcender, pour privilégier d'abord ce qui nous est commun à tous. Je terminerai donc ce panorama un peu théorique sur la question de la femme, et je développerai des droits des femmes, et je développerai ensuite un petit peu, si vous le voulez bien. Ce que nous observons, c'est que souvent, pas toujours, les religions monothéistes et leurs représentants prédestinent les femmes à des fonctions particulières qui découlent finalement toutes de leur capacité à enfanter. Nous autres militants, républicains, laïcs, nous considérons que cette distinction biologique entre hommes et femmes ne doit pas entraîner une assignation de la femme à des fonctions particulières. Ainsi, nous récusons l'idée que les hommes seraient moins aptes que les femmes à s'occuper des enfants, à accomplir des tâches ménagères, à faire les courses ou la vaisselle. Cela a été illustré tout à l'heure avec éloquence. La question de l'égalité, elle se pose donc de manière cruciale sur la problématique du rapport entre les hommes et les femmes. Et nous considérons que les droits doivent être les mêmes pour tous et que rien dans nos goûts, dans nos caractéristiques biologiques ou dans nos choix philosophiques, et c'est là que nous retrouvons cette problématique commune à tous ces concepts, ne doit entraîner des droits différenciés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au Grand Orient de France, nous avions par exemple soutenu la loi sur le mariage pour tous, parce que précisément elle permettait d'abattre des frontières, d'abattre des droits différenciés qui existaient pour des personnes qui pouvaient revendiquer la possibilité de se marier comme tout le monde. Donc, si on devait résumer la laïcité en deux mots, mais on y reviendra probablement au cours des échanges que nous aurons, c'est d'abord, ça découle de l'humanisme, les deux concepts phares des Lumières. L'humanisme qui pose que c'est à l'homme de déterminer son propre destin, ce n'est pas un ordre naturel, ce n'est pas un ordre divin qui doit faire la loi, qui doit s'imposer à tous. Et puis l'autre grand concept central, nous aurons, je pense, l'occasion d'y revenir, c'est celui d'universalisme. Il a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et tout à l'heure. C'est celui d'universalisme parce que nous devons nous battre pour que les droits soient garantis, les droits soient les mêmes pour tous, garantis partout, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos naissances, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos ethnies, quel que soit notre sexe. Ça, c'est un combat absolument essentiel parce que, précisément, nous sommes dans une période de régression que nous connaissons, y compris dans notre Occident, qui est une régression de la dimension universaliste du combat au profit du relativisme culturel, au profit de l'essentialisme, au profit de l'ethnicisme, au profit du racialisme, qui sont des concepts, qui sont des idéologies, qui sont véhiculées pas seulement par les réactionnaires, pas seulement, ça a été évidemment des combats menés par l'extrême droite depuis qu'elle existe, depuis le XVIIIe siècle en réaction à la Révolution française, mais ce sont aussi des combats qui sont portés par certaines fractions de l'extrême gauche, par exemple, et on trouve beaucoup de relais de ces idéologies, de relativisme culturel, de différentialisme ethnique, d'essentialisme. On trouve beaucoup de relais dans les milieux universitaires, médiatiques et autres. On pourrait détailler si vous le souhaitez. Donc voilà un peu pour poser les termes du débat selon notre façon de voir au Grand Orient de France. Nous sommes une obédience maçonnique, ça veut dire que nous ne sommes pas engagés dans les problématiques, dans le détail. Nous ne sommes pas comme les associations qui sont ici représentées ou les témoignages que nous avons entendus ou les fonctionnaires de l'État qui sont affrontés à des problèmes très pratiques, immédiats. Nous ne sommes pas dans une même dimension de la réflexion. Nous
prenons un peu de recul, ce qui ne nous empêche pas, chacun individuellement, de pouvoir avoir des engagements plus concrets dans la vie quotidienne. Mais nous essayons d'avoir un peu de recul par rapport à ce qui se passe dans notre environnement, pour essayer de recadrer un peu les choses et pour mener ce que nous considérons comme essentiel depuis toujours, c'est un combat pour les idées. Ce combat pour les idées, nous sommes d'autant plus aptes à le mener que la franc-maçonnerie et le Grand Orient de France en particulier, mais c'est le cas pour les autres obédiences maçonniques françaises, nous ne sommes pas inscrits dans des dimensions précisément quotidiennes. Nous sommes des organisations indépendantes, nous ne sommes pas tributaires de subventions publiques, nous ne sommes pas non plus attachés à flatter des clientèles électorales ou à courtiser telle ou telle catégorie pour aller rechercher la faveur de tel ou tel électorat pour une élection hypothétique. Nous sommes totalement indépendants et donc, par conséquent, nous efforçons d'aborder les choses avec, à la fois avec franchise, avec le souci de la vérité, en tout cas le refus du déni, et également avec la volonté d'y voir un peu plus clair dans un monde qui charrie beaucoup de confusion. Il a été fait mention tout à l'heure, à juste titre, de l'appartenance passée de Gaillet-Pétec à la commission Stasi. C'était en 2003-2004, si ma mémoire est bonne. Je vais vous évoquer quelques rapports et j'en finirai par là pour ce petit panorama, parce que nous avons vécu la dernière décennie un rapport à toutes ces problématiques, et ça pose notamment celle de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits des femmes. Nous avons vécu avec une forme de déni formidable de la part des pouvoirs publics français, d'autres sans doute aussi à l'extérieur, vis-à-vis de réalités qui étaient pourtant décrites très clairement. La commission Stasi avait été créée pour identifier les problèmes de laïcité dans la société française. Ce rapport a été rendu donc fin 2003. Il avait pointé énormément de dysfonctionnements dans la société, des menaces graves qui pesaient sur la laïcité, qui pesaient notamment sur les droits des femmes. Et de ce rapport, il n'a été tiré qu'un seul enseignement, certes utile, la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux dans les établissements publics, mais toutes les autres préconisations, qui étaient au nombre d'une vingtaine, si ma mémoire est bonne, ont été purement et simplement oubliées. Au même moment, le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, constituait une mission parlementaire d'information, qui incarnait le pluralisme de l'Assemblée nationale de l'époque, qui était présidée par Jean-Louis Debré, qui s'était penché très spécifiquement sur la question de la laïcité à l'école. Elle avait produit un rapport très intéressant qui, là aussi, pointait un certain nombre d'offensives extrêmement précises contre la laïcité dans l'école, dans les établissements scolaires. Ce rapport a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité des groupes parlementaires de l'époque, et il n'a été tenu, là aussi, aucun compte des préconisations que ce rapport portait, et notamment l'enseignement, le nécessaire enseignement de la laïcité à l'école. On a redécouvert ça après les attentats de 2015 en se disant « Ah tiens, en fait, si on enseignait la laïcité à l'école, et si on l'enseignait déjà aux enseignants ?» Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une véritable carence de ce point de vue. Et puis, toujours sur le registre de l'école, quasiment au même moment, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque avait confié à une dizaine d'inspecteurs généraux de l'Éducation nationale un rapport qui était présidé par l'inspecteur général Jean-Pierre Aubin, qui avait enquêté sur la question à la fois de la montée des revendications religieuses, mais aussi communautaires,
communautariste à l'école. Et ce rapport avait donc été rendu, je crois que c'était fin 2003 ou début 2004, le fameux rapport Aubin. Et lorsqu'il a été rendu, figurez-vous, parce qu'il pointait du doigt un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on pourrait revenir si vous voulez, mais qui témoignaient déjà d'une évolution extrêmement préoccupante de la question de la pression communautaire et religieuse à l'école, y compris à l'école primaire, y compris parfois dès l'école maternelle, où, bon, bref, on pourra détailler si vous le souhaitez. Donc, on voyait déjà que la situation était très alarmante en 2003, et figurez-vous que ce rapport, lorsqu'il a été remis au ministre, il a purement et simplement été interdit de publication, il a été censuré, et donc ce sont leurs auteurs qui ont, par une voie détournée, 4 ou 5 ans après, réussi à le faire publier par une maison d'édition privée, le ministère de l'Éducation nationale, n'ayant pas souhaité que ce rapport soit rendu public. C'est vous dire si nos institutions, si nos responsables publics, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, ont une capacité à nier la réalité, à être dans le déni, en se disant probablement que, en n'évoquant pas les problèmes, ils n'existent pas, ou qu'ils vont se résoudre par eux-mêmes, ou qu'en mettant la poussière sous le tapis, on va probablement éviter le pire. Comme disait Churchill, parfois, on pense éviter le pire, puis on a à la fois la défaite et le déshonneur. Hein. Vous pensiez éviter la défaite, vous aurez à la fois la défaite et le déshonneur. Et donc nous constatons que nous avons des responsables publics au plus haut niveau, je ne mets pas en cause les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers bien sûr, qui se débrouillent avec la réalité à laquelle ils sont confrontés. Et nous avons des responsables publics qui sont souvent dans le déni par rapport à la question de la laïcité. Et la question de la laïcité, en réalité, c'est la question de la pression religieuse. C'est la volonté qu'ont des forces cléricales, alors qu'elles soient individuelles ou institutionnelles, de faire pression pour imposer, et là j'en reviens à mon propos de départ, pour imposer la loi de Dieu aux hommes. C'est tout simplement ça qui est en jeu. Et donc, nous avons effectivement des responsables publics qui sont en capacité de nier cette réalité, et évidemment, comme cette réalité, chacun la côtoie dans son quotidien, à part ceux qui vivent dans des sphères extrêmement privilégiées. Donc cette réalité, elle existe, et comme il y en a certains qui voient quel profit ils peuvent en tirer, j'ai nommé Marine Le Pen et son Front National, enfin la famille Le Pen, le Front National et tout ce qui l'entoure, eh bien eux désignent cette réalité en disant mais avec nous, vous allez voir, on va s'en occuper de cette réalité, on va la prendre à bras-le-corps et on va régler les problèmes qui se posent. Et évidemment, ce n'est pas la bonne solution puisqu'ils sont exactement dans une démarche idéologique inverse à celle qu'il nous faut pour régler ces problèmes. Donc voilà un peu pour poser quelques jalons sur les problématiques qui sont les nôtres. Voilà, je m'arrête là pour que nous puissions avoir un temps pour l'échange. Absolument.